Mungu wa huruma, ibarikie Afrika ino. Afrika tunayoipenda, Mungu, Baba Mungu, yenye milima na wanyama, yenye bahari na misitu, mabondeni. Bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre université virtuelle panafricaniste. Mon nom est Amadou Ba, je suis historien, chercheur et auteur, notamment sur l'Afrique et sa diaspora. Aujourd'hui, donc, le 8 novembre 2023, je reviens vous parler d'un sujet que je n'avais pas prévu, mais en raison de l'actualité récente, j'ai choisi donc de revenir sur ce sujet-là afin d'éclairer la lanterne de certains Africains. Il s'agit de la révolte des Mau Mau au Kenya de 1952 à 1956. C'est important de traiter ce sujet parce que la semaine dernière, le roi Charles, donc de l'Angleterre, du Royaume-Uni, a rendu donc une visite au Kenya. Et le roi Charles et son épouse Camilla ont effectué donc une visite, je pense, de 4 jours, où d'ailleurs ils ont reconnu les aspects douloureux du passé colonial du Royaume-Uni. Et le roi Charles a même présenté des excuses, mais il n'a pas évoqué la question des réparations. Alors, quand on sait que la révolte des Mau Mau était quand même une des plus réprimées, des plus sanglantes dans l'histoire coloniale de l'Afrique, qui a notamment fait, officiellement on parle d'environ 11 000 morts, ça c'est les chiffres fournis par la Grande-Bretagne, mais quand on regarde du côté des historiens kenyans, on parle de plus de 90 000 morts, des centaines de milliers de déplacés, des personnes qui ont été torturées, enlevées, etc., etc. Après les indépendances, les relations entre le Kenya et la Grande-Bretagne se sont normalisées et le Kenya a d'ailleurs été un des plus alliés de la Grande-Bretagne sur le continent africain. Ce qui a d'ailleurs surpris beaucoup parce qu'on pensait qu'après cette révolte, le Kenya allait créer une rupture totale et se diriger vers de nouveaux horizons comme par exemple vers l'ancienne URSS, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est sûr que le débat est revenu en 2013 quand le Royaume-Uni a exprimé donc ses regrets et avait versé 20 millions de livres sterling, environ donc 24 millions de dollars à 5000 personnes qui étaient donc des personnes qui ont été torturées, des victimes directes de cette insurrection de Mau Mau. Mais les réparations n'ont pas été faites parce qu'on n'a pas encore quantifié le nombre de personnes qui sont mortes au total et puis toutes les réparations, les dégâts causés. Donc c'est important de revenir parce que la visite du roi Charles a créé beaucoup de polémiques, beaucoup d'encre et puis de salive, donc beaucoup d'encre et beaucoup de salive ont coulé. Et c'est important de revenir sur cette page de l'histoire. Parce aussi que, contrairement à l'idée répandue, très souvent dans les manuels d'histoire, ou notamment la vision que certains Africains et même non-Africains ont, c'est que les Africains n'ont pas vraiment résisté à la colonisation, ils se sont laissés faire coloniser facilement et que c'était vraiment de leur faute si tout ça était arrivé. Donc, revisiter ces moments d'histoire permet aussi de montrer que c'est vraiment le contraire qui s'est passé en réalité.
parce que les Africains ont farouchement résisté à la colonisation européenne. Et il existe des dizaines, voire des centaines d'exemples. Aujourd'hui, je vais parler de Mao Mao, mais il y a la révolte de Madagascar en 1947. Quelques années avant au Kenya, il y a aussi ce qui s'est passé en Algérie, la guerre d'indépendance. Il y a la violente répression de la rébellion au Cameroun dans les années 50 également. Sans oublier en Côte d'Ivoire le soulèvement des Abbés, ou bien dans l'actuel Burkina Faso également, il y a eu des soulèvements un peu partout donc dans l'Afrique. Donc c'est une idée souvent répandue mais qui est fausse que de dire que les Africains se sont laissés coloniser. Aujourd'hui donc je vais revenir sur la révolte des Mao Mao. Nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette révolte sanglante qui a marqué l'histoire du Kenya après la Seconde Guerre mondiale. Alors pour cela, donc comme j'ai dit, il est important de suivre un plan. Après avoir rappelé le contexte et la visite du roi Charles, ce que nous allons faire ici, c'est de retracer le contexte historique de la colonisation du Kenya, mais aussi le contexte historique général de l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il y avait eu tous ces soulèvements. Et nous allons ensuite parler donc du soulèvement Mao Mao, les causes véritables de ce soulèvement, comment s'est déroulé le soulèvement, mais aussi parler du bilan, les pertes en vies humaines, matérielles, tous les dégâts. Ensuite, nous allons parler des conséquences, en fait, des conséquences de ce soulèvement et les héritages actuels également, parce que c'est une page d'histoire qui continue encore à être évoquée par les plus hautes autorités politiques, par les intellectuels, dans la société civile, par le monde associatif, mais aussi par la diaspora kenyane qui est en Angleterre. Donc c'est un sujet très très important. Pour finir, nous allons aussi voir les sources, en fait, nous allons montrer les sources que nous avons utilisées, parce que c'est un travail qui nous a pris quand même beaucoup de temps de lecture, d'enquête, de recherche pour arriver donc à ce niveau, afin de donner donc des ressources pédagogiques à notre université et d'informer donc le public de façon claire, limpide, sincère et vraiment selon des sources diverses. Voilà. Donc nous allons commencer par un rappel historique de la colonisation du Kenya. Alors le contexte ici, donc rappelons que la deuxième moitié du 19e siècle, en tout cas dans les années 1870 et surtout après la fameuse conférence de Berlin de 1884-1885, nous sommes dans ce que les anglophones appellent du Scramble for Africa, c'est-à-dire la ruée vers l'Afrique, la course vers l'Afrique. Donc les Britanniques, eux, ils ont établi, ils avaient un projet très 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 clair, c'est de relier l'Afrique du Sud, donc le Cap au Caire, donc du nord au sud. C'est sûr qu'avec ce projet, ils ne vont pas louper des pays comme l'actuel Kenya ou l'Ouganda, etc., etc. Ils vont passer par tout ça. Et donc le Kenya était considéré par la Grande-Bretagne comme une colonie de peuplement. Colonie de peuplement, ça veut dire que la Grande-Bretagne va envoyer des immigrants, donc des expatriés qui vont vivre, s'accaparer des terres. Et c'est différent de la colonisation de l'administration où c'est une élite qui va être des administrateurs, des gouverneurs, des militaires qui vont faire la colonisation en s'appuyant sur les populations. Ici, on envoie beaucoup d'Européens pour s'installer définitivement, durablement. D'ailleurs, c'est le cas comme aussi la Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, qui est aussi un sujet important. Peut-être que nous allons aborder un jour. Mais aussi, c'est le cas au Canada, par exemple, c'est une colonie de peuplement. Les Européens sont arrivés depuis le XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, et puis ils sont restés définitivement. C'est le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, où les colonisations portugaises, espagnoles du XVe siècle, par exemple, qui ont donné naissance à l'Amérique latine, qui est devenue européenne avant qui était autochtone, des pays comme Cuba, etc., avec l'esclavage. Donc ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ça la colonisation de peuplement. Mais aussi, il y a le cas de l'Algérie. Les colonies de colonisation de peuplement finissent toujours par des révoltes violentes, à moins que les populations soient vraiment réduites, exterminées, réduites vraiment à un statut de minorité, comme ça s'est fait en Amérique du Nord, au Canada ou aux États-Unis, où les peuples autochtones ont subi un génocide énorme. Donc les colons britanniques sont venus au Kenya donc en raison des ressources et de son climat confortable
Donc ça, ils ont forcé les agriculteurs et les éleveurs autochtones donc, du Kenya à s'installer sur des terres vraiment stériles. Parfois aussi, ils les ont fait travailler dans des fermes et des plantations qui appartenaient aux Européens. Voilà. Et donc, ils viennent, ils confisquent les terres à cause de la supériorité militaire, les armes et tout. Ils reprennent les terres, ils poussent les populations dans des zones arides, moins productives. Déjà, ça, c'est un élément de frustration qui va s'accumuler. C'est le peuple, et surtout les peuples Kikuyu dont nous allons parler beaucoup, qui ont été vraiment poussés sur les hautes montagnes et qui ont perdu beaucoup de terres. Les colons européens aussi ont pris, donc, comme je l'ai dit, les meilleures terres et ont déplacé aussi les populations vers l'air. Ça, c'est dans des réserves. C'est une caractéristique de la colonisation britannique. L'affaire des réserves où on cantonne des populations autochtones, on le retrouve partout dans l'empire colonial. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, notamment avec les Bantoustans, hein, le homeland, comme ils disaient ça, les Bantoustland. Même exemple qu'on retrouve ici au Canada, anglophone et même francophone, puisque c'est l'Angleterre qui a repris le Canada dans son intégralité. Encore aujourd'hui, il y a des réserves autochtones où les peuples autochtones habitent. Vous voyez, ça fait partie des éléments marqueurs identitaires d'un autochtone. Dans quelle ferme tu habites. Donc, ils ont cantonné les populations comme ça. On retrouve ça également en Australie avec les peuples aborigènes. Donc ça, c'est également un exemple du Kenya, hein, le fait de les mettre dans des réserves. Et vers 1934, il y a 1 million de Kikuyu, donc l'ethnie, une des ethnies les majoritaires au Kenya, qui vont s'entasser sur 5500 km². Tandis qu'on a 30 000 colons britanniques qui vont occuper plus de 42 000 km². Vous voyez donc cette injustice qui commence 1 million de personnes sur 5500 km², pratiquement qui vont s'entasser sans terre, alors que les 30 000 colons européens qui prennent les terres, qui occupent plus de 42 000 km². Et ça va s'accentuer après avec la domination. Déjà en 1920, le Kenya était donc devenu une colonie et avait porté le nom de la colonie de Kenya. Avant cela, c'était un protectorat. Hein. À partir de 1895, une partie du Kenya était un protectorat britannique. Donc le Kenya va avoir son indépendance en 1963. Donc pendant toute cette période, il y a eu donc toute une histoire de colonisation à la fois politique, économique, sociale et culturelle. Et la domination britannique au Kenya était donc caractérisée par des pratiques de travail déloyales, mais aussi il y avait vraiment, la colonisation c'est aussi basé sur du racisme, mais ici le racisme structurel et une réinstallation forcée basée sur les désirs des colons. Un peu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, hein, avec les colons donc, qui sont venus de la Hollande et ailleurs en Europe. Alors le contexte général est celui que la plupart des colonies donc, avaient aussi pendant cette période post-Deuxième Guerre mondiale ou durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même des élites africaines qui avaient initialement une éducation européenne, hein, favorable très souvent à la mère patrie. Mais paradoxalement, ce sont ces élites aussi qui vont porter le flambeau. On l'a vu aussi dans les colonies françaises. Par exemple, les premières élites, comme si je prends l'exemple du Sénégal, les Lamine Gueye, les Léopold Sédar Senghor, qui sont allés comme députés en France dans ces années 40-50, c'est eux qui vont porter aussi un peu le flambeau pour les indépendances. On peut parler de Modibo Keïta, par exemple, au Mali, ou de Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui aussi était un député, etc. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer ici tous. Donc pendant les guerres mondiales aussi, les colonies étaient nécessaires pour fournir des ressources, des denrées alimentaires donc, et des soldats. Ce recrutement de soldats que nous connaissons dans l'Afrique francophone, il est aussi présent dans l'Afrique anglophone. Pendant les guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale, les Kenyans doivent envoyer des soldats, mais aussi des vivres pour les soldats. Donc on a vraiment toute une politique de réquisition des vivres, mais aussi payer des impôts. Mais tout ça devient lourd, hein, pour des populations qui déjà commencent à perdre leurs terres, à être exterminées à la fois culturellement, mais aussi physiquement. Donc les puissances européennes ont promis aussi des réformes, mais on voit qu'elles ne vont pas tenir leur parole, hein, pour les colonies, même si, donc par exemple, ils avaient dit qu'une fois que les Africains aident
avec la Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance va être octroyée et puis ils vont être libres, etc. Certains Africains ont cru à cela, ont contribué à la mobilisation, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que non seulement ils ne l'ont pas fait, mais que pour des cas comme la France, ils ont fait pire parce qu'on a vu le massacre de Tcharoy le 1er décembre 1944 au Sénégal, où des soldats de retour à la guerre avaient demandé le paiement de leur solde, mais tout simplement, ils se sont manifestés et puis on en a tiré. On a tué plus de 300 personnes. Hein. Les chiffres parlent de 35, mais les historiens sénégalais et même français savent que le chiffre est aux alentours de 300. Donc, si nous revenons au Kenya, on peut dire qu'au niveau politique, l'administration a fait donc fi des pratiques autochtones. Hein. On a fait tout pour enlever les systèmes de gouvernance avant la colonisation, notamment des pratiques du peuple Kikuyu. Donc, en vertu de l'administration indirecte, the indirect rule, les Britanniques donc avaient placé des chefs à leur solde. Donc des chefs qui ont accepté de se soumettre et de mener à terme cette politique du colon britannique. Qui ont faussé aussi un élément important des cultures africaines, c'est l'alternance générationnelle, ainsi aussi que le respect des institutions comme les conseils par exemple. Tout cela, ça s'ajoute au lot, au lot donc de ce contexte un peu bouillonnant dans cette Afrique colonisée, mais aussi dans le cas du Kenya. Et ça va entraîner des révoltes, et parmi lesquelles donc le soulèvement des Mao Mao, que nous allons parler. Donc, rappelons que le terme Mao Mao ne renvoie à aucune ethnie du Kenya. Il n'y a pas d'ethnie qui s'appelle Mao Mao. En fait, le terme vient du nom de Mao Mao, qui peut être une déformation d'un mot autochtone, mais qui va désigner un mouvement nationaliste donc kenyan, formé donc par le peuple Kikuyu, qui est vraiment majoritaire dans cette affaire de la révolte de Mao Mao, mais aussi il y a d'autres peuples qui s'y sont joints, comme les Kamba par exemple, et d'autres groupes ethniques, mais les Kikuyu restent vraiment majoritaires. C'est eux donc qui vont prôner une résistance violente à la domination britannique. Mais on va voir que la littérature coloniale britannique va utiliser le terme Mao Mao de façon très très péjorative pour refléter une version donc britannique vraiment qui ne connaît pas les griefs des Kikuyu ni les véritables revendications, mais aussi ne reconnaît pas les atrocités commises, parce que quand on dit Mao Mao, ils ont déjà qualifié cette révolte de terrorisme. Ils ont utilisé ce mot donc pour vraiment c'est un mot susceptible d'être considéré comme vraiment offensant. Même aujourd'hui, quand on dit quelqu'un de Mao Mao, d'après la littérature, c'est comme une insulte. Donc, c'est vraiment un mot qu'ils ont diabolisé, juste pour donner une dimension injuste et infondée de ce soulèvement. Alors que les Kenyans se battaient pour leur liberté, pour leurs droits, pour leur terre, pour leur dignité et pour leur souveraineté. Donc, la révolte a été initiée, comme je l'ai dit, par les Kikuyu, un des groupes les plus importants, mais s'est développé pour inclure d'autres groupes. La plus grande frustration, donc, c'est vraiment la terre. Les Kenyans sont très attachés à leur terre. C'est ça que les Britanniques ont voulu accaparer, parce que le Kenya, sa particularité, c'est que ce n'est pas un pays riche en ressources minières, mais c'est un paradis agricole. Les Britanniques voulaient remplacer toutes les cultures vivrières kenyanes par des cultures d'exportation, comme le cacao, le café, etc., pour envoyer ça en Europe, transformer et puis envoyer dans les marchés pour s'enrichir. Ça, c'est le capitalisme européen qui l'a fait. Donc les Africains, notamment les Kikuyu, qui occupaient traditionnellement les terres les plus fertiles, ont été enlevés de force et déplacés dans des zones pauvres en ressources. Donc ça va amener les premières tentatives. Donc au début, ils ont voulu négocier pacifiquement, mais ça a toujours échoué parce que les Britanniques ne les écoutaient pas. Et donc là, ça va se transformer en des affrontements violents. Donc les Britanniques, en réponse, ont recouru au camp de détention. Donc la révolte est devenue aussi une source d'inspiration mythique et mystique même pour de nombreux Kenyans, donc qui voyaient dans cette révolte la libération, mais aussi une certaine dimension de la lutte. Perdre sa vie, c'est gagner aussi le paradis, parce que on combat contre l'injustice. Beaucoup de Kenyans voyaient la situation comme ça. Parmi donc les autres causes qu'on peut citer, on peut dire que dans les années 40, donc, des membres de l'ethnie Kikuyu, Embu et Meru
mais aussi des Kamba, donc, avaient prêté aussi serment de lutter ensemble pour la liberté, la dignité et le respect. Donc, vous voyez, quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner la lutte seuls, des ethnies kenyans se sont mobilisées pour mener le combat ensemble. Ça c'est vraiment vers les années 1943. L'inquiétude croissante des Britanniques concernant la résistance les a conduits aussi à emprisonner certaines élites, des leaders politiques, dont par exemple Jomo Kenyatta, qui était un des plus instruits à l'époque et qui était vu comme un des leaders du mouvement, même si à un moment il avait nié cela, mais il va quand même être mis en prison, notamment vers 1953. Mais Kenyatta a conduit à la déclaration de l'état d'urgence par la suite. Donc le soulèvement a été d'une grande violence, surtout du côté des Britanniques. La guerre que les Britanniques ont menée contre les Kikuyu et les autres ethnies alliées était vraiment impitoyable et était justifiée par des accusations selon lesquelles les rebelles étaient des terroristes. Encore une fois de plus, comme je dis, quand tu combats pour ta dignité, ta liberté, le vocabulaire, le narratif qu'eux ils vont utiliser, c'est de dire que tu es terroriste. Encore aujourd'hui, en Afrique, nous le voyons. Les gens qui sont qualifiés de terroristes, soit c'est des faux, ils se combattent pour autre chose, ou bien quand ils seront des gens qui défendent aussi leur pays, qui refusent la soumission. Les Britanniques ont créé des camps de détention pour les personnes soupçonnées donc être associées au mouvement Mau Mau, notamment des personnes âgées, mais aussi des enfants, et ils ont utilisé des méthodes de torture extrêmes pour obtenir des informations et limiter les soulèvements. On dit que plus de 1 million de Kenyans ont été expulsés de force de leur foyer et envoyés dans des camps. Un bon nombre de ces personnes, vraiment, d'après les études, sont prouvées des personnes innocentes. Et ça, vraiment, c'est la révolte de Mau Mau, c'est une des révoltes les plus sanglantes de l'Afrique coloniale. Son bilan est très lourd. Comme je dis, on parle du côté officiellement, du côté britannique, mais aussi des élites kenyanes, on parle de 11 000. Mais les chiffres vont... la Commission des droits de l'homme du Kenya déclare que 90 000 Kenyans ont été exécutés, torturés ou mutilés pendant la répression et 160 000 ont été détenus dans des conditions épouvantables. Ça, c'est vraiment la Commission des droits de l'homme du Kenya qui le dit et qui n'est pas du tout en phase avec la version donnée par les Britanniques qui parle de 11 000 morts. Même 11 000 morts encore, c'est beaucoup. Et si on regarde en face, il n'y a pas eu beaucoup de morts pour les colons européens. On parle de 32 Européens britanniques qui ont été tués. Donc vraiment, c'est une violence massive et abusive de la Grande-Bretagne envers donc ces populations du Kenya. Alors, ça va amener des conséquences, des conséquences terribles. Et ça nous permet d'arriver à ce point, les conséquences et les résultats actuels. Il ne fait aucun doute donc que la rébellion Mau Mau a contribué massivement à l'indépendance du Kenya en 1963. Ça c'est important, même si les rebelles ont été vaincus par les armes et tout, là quand même c'est un des éléments premiers qui contribue à l'indépendance du Kenya. Donc vous voyez, c'est important, cette lutte-là a eu un impact massif de la mobilisation par la suite. Sans rancune ni rancœur, le Kenya quand même a gardé des relations avec la Grande-Bretagne. Ça, c'est une décision faite par les autorités, notamment sous Jomo Kenyatta après les indépendances, de ne pas couper définitivement avec la Grande-Bretagne. Contrairement à d'autres pays qui après s'être libérés tournent complètement le dos, notamment dans une libération de violence. Mais c'est une décision aussi qui fait encore aujourd'hui polémique et beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cela. Mais rappelons quand même que c'est ça qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le Kenya est un des pays en Afrique, notamment anglophone, les plus proches de la Grande-Bretagne. Pour ce qui est donc de l'héritage, on rappelle qu'en 2013, il y avait une action de justice contre le gouvernement britannique au nom des survivants, Mau Mau, et une somme de 19,9 millions de livres sterling a été versée donc à 5 228 Kenyans qui ont été victimes de torture pendant cette insurrection.
En 2016, une nouvelle action en justice a été menée contre le gouvernement britannique au nom des personnes touchées par des infractions supplémentaires, par exemple séquestration, travail forcé, interruption de leur droit à l'éducation, etc. Donc tout cela, ça a été vraiment traité, abordé en 2016. On a aussi un débat sur les torts commis pendant la colonisation qui est mené de façon beaucoup plus responsable dans les anciennes colonies britanniques. De plus en plus, on peut quand même aujourd'hui dans les colonies françaises. Il y a plus d'avancées. Hein. On voit que du côté britannique, il y a des excuses des plus hautes autorités, y compris le roi. Le roi Charles n'a pas hésité à s'excuser, ce que nous ne voyons pas souvent du côté des colonies françaises. Des réparations financières n'ont pas été faites à la hauteur de l'événement, mais des compensations ont été données à des victimes. Nous avons donné le nombre de personnes, les 5000 et quelques, mais aussi le montant. Donc on voit tout cela, ça apporte des relations quand même plus apaisées entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies. Parce que le fait même de s'excuser, c'est déjà bien. Parce que l'excuse apporte un baume au cœur. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu demandes pardon, ça apaise. Mais quand tu refuses de demander pardon, le mal, elle est là, il est toujours là. Hein? Donc ça, c'est donc contrairement à la France, par exemple, qui ne veut pas s'excuser des torts qui sont commis. Vous voyez aujourd'hui la situation, c'est la France qui souffre plus en Afrique que la Grande-Bretagne, ça c'est clair et net. Et donc c'est une relation très tendue que vit la France et qui a entraîné. Et c'est un pays rejeté malheureusement aujourd'hui. Hein, on voit des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie, la Centrafrique. Tous ces pays-là se sont démarqués de la France et les opinions africaines ont complètement tourné le dos à tel point qu'en France on parle de sentiment anti-français. Non, ce n'est même pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-politique, colonial et politique néocoloniale de la France en Afrique tout simplement. Mais les Africains ne détestent pas les populations françaises en tant qu'individus qui n'ont rien à voir avec les décisions prises par les hautes autorités. Donc si la France veut sauver le meuble, encore une fois de plus, on conseille, et si elle veut reconstruire de nouvelles relations, elle doit s'inspirer un peu quand même de la Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne également n'est pas exempte de tout reproche, hein, comme on dit, elle doit faire encore beaucoup plus. Hein. Mais la France doit sortir de son arrogance, de son paternalisme et du racisme de ses élites politiques envers les colonies africaines. Ça va aider beaucoup, sinon ça va simplement contribuer à ce que nous connaissons, à une radicalisation des pays africains. Et tout pays africain qui va se libérer va se tourner le dos contre la France. Aller vers qui? Vers la Russie, vers la Chine, qui sont les adversaires potentiels de la géopolitique mondiale de la France et de ses alliés occidentaux. Donc je pense qu'en termes de politique, l'histoire est là, l'histoire lie la France et les pays africains. La langue française est là, c'est dans laquelle je vous parle, et il y a beaucoup d'Africains pour communiquer entre eux, en tout cas, utilisent les langues européennes, qui sont aussi devenues des langues africaines par la force des temps, même si nous devons encourager l'enseignement de nos langues africaines, c'est important. Donc, je crois qu'il faut un peu d'humilité, un peu de retour à la raison pour la France, pour sauver les meubles. C'est le message donc à tirer de cette révolte des Mao Mao, et de faire une comparaison entre ce qui se passe dans le monde anglophone africain et dans le monde francophone africain, et de voir que les choses ne vont pas de la même vitesse. Hein. On a l'impression que les autorités britanniques ont sont plus responsables, osent aborder, osent s'excuser, et probablement même ils iront beaucoup plus rapidement aux réparations attendues que la France. Donc la France doit aussi changer de cap. Voilà, c'est ce que nous pensons. Alors, pour préparer cette émission, nous avons utilisé un certain nombre de sources, notamment par des historiens du Kenya ou de la Grande-Bretagne, ou des articles, mais qui, la plupart sont en anglais, parce que le Kenya, donc, comme je dis, c'est une ancienne colonie anglaise, et les meilleures productions sont en anglais. Par exemple, Owen Boscott, Mau Mau Lawsuit, to begin at High Court. Donc, il y a aussi Cynthia Bentley, The Giriama and Colonial Resistance in Kenya, 1800-1920. Il y a A.K. Chesterton, Mau Mau Hut and Ceremonies. Il y a Caroline Elkins, également Looking Beyond Mau Mau,
Archiving Violence in the Area of Decolonization, the American Historical Review. Donc ça, c'est un article publié aux États-Unis. Il y a également un auteur qui s'appelle Bruce Meany, Mau Mau and Torture. Donc là, il parle des tortures qui ont été commises pendant ce moment. Il y a un autre qui s'appelle Clyde Wolf. I was a victim of Mau Mau. Donc lui, il parle en tant que victime de cette période-là. C'est un témoignage d'une victime, etc. Il y en a beaucoup. Il y a Faison, SH, Colonial Kenya Observed, British Rule, Mau Mau and the Wind of Change. Ferguson Hill, Empire, How Britain Made the Modern World. Donc là, il permet de comprendre toute la politique coloniale britannique. Et il y a Geteru, R. and Mungo, donc Kenya from Colonization to Independence, 1888-1970. Donc vous voyez, ça permet, c'est un article qui nous a permis de revoir un peu l'histoire du Kenya dans le contexte du Scramble for Africa, de la ruée vers l'Afrique. Voilà, c'était cette petite émission, ce cours que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre aimable attention et au plaisir aussi de vous retrouver pour un autre cours sur l'histoire africaine coloniale ou avant la colonisation. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Mon nom c'est Amadou Ba, je suis historien, chercheur, auteur et politologue également. Je m'intéresse beaucoup donc à l'histoire de l'Afrique dans sa globalité, mais surtout précoloniale, les grands empires, l'Afrique coloniale et la diaspora africaine également. Le but c'est surtout de donner un outil pédagogique à travers donc notre université virtuelle panafricaniste et permettre aux Africains de comprendre notre passé, de connaître notre passé, de comprendre notre présent et aussi de savoir quel futur nous voulons. L'histoire est incontournable pour cela. Si on ne connaît pas ce qui s'est passé, on ne pourra jamais comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, comment ça s'est arrivé, même si nous portons tous en nous cette histoire-là. Et on ne pourra jamais aussi savoir où est-ce que nous voulons aller ensemble. Donc, en tant qu'historien, notre devoir, c'est d'apporter ces éléments-là et appuyer la lutte et aider l'Afrique aussi à avoir une grandeur comme les autres civilisations du monde, à vivre heureuse, respectée et digne. Voilà. Merci. Excellente journée. À la prochaine pour un autre cours. Au revoir. Linda,